Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Beau chandail. Bien, merci. Écoute, j'ai mis mon chandail du Fonds Jeunesse Jelly and Ice pour annoncer que le tournoi de golf aura lieu le jeudi 4 juillet prochain. Alors, c'est déjà le temps de s'inscrire. On y sera. Pour une bonne cause. On y sera. Tu voulais pas me lancer sur quelque chose? Jeux du Québec. Exact. Oui. Écoute, on est revenu. Les Jeux du Québec, ta fille était là, on a vu les photos. Au niveau du hockey féminin. Écoute, perdu juste avant la ronde des médailles. Donc, terminé 5e, 0-0 jusqu'en prolongation. OK. L'Estrie qui a compté un but en surtemps. L'aréna, elle était remplie. On jouait contre l'Estrie en plus. Une belle rivalité, Rive-Sud-Estrie. Oui, quand même. Dans la saison, c'est souvent les Harfans contre les Remparts. Mais là, écoute, ça a été... Tu sais, quand on dit que le sport, c'est une école de vie, François, là, j'ai vu ma fille pleurer très rarement dans ma vie. Mais là, c'est venu me chercher. Mais je suis convaincu que les filles vont s'en sortir. Puis le lendemain, regarde, pour la 5e place, ça a été une belle victoire de 3-2. Bravo, donc, les filles. Bravo et bravo à l'organisation. J'ai vu Bob Legault souvent. Ah oui? Ah, il était fier d'être là. Ah, ça doit. On va s'arrêter tout de suite pour parler de notre invité. Puis à la fin, je veux qu'on parle de Mick Dufort. Oui. C'est hyper important, mais gros show cette semaine. Écoute, le nouveau coach des Redbirds de McGill, Alex Surprenant est avec nous. Bienvenue à Sport Express. Tu te souviens, à une certaine époque, on avait un mur vert. Oui. Notre invité de cette semaine, lui, Il l'a était venu connu. à cette époque-là. Ben oui. Puis, Division 2, en plus, Ouais, avec les Géants. c'est vrai. Puis, tu sais, il nous contait à quel point il y avait un projet, tu sais, qu'il voulait amener son équipe Division 1. Ouais. Il l'a fait. Il a fait. Après ça, il est allé coordonnateur à l'attaque pour les Stingers de Concordia. Ouais. Ça a bien été aussi, je pense. a bien hein. été. Il Il a l'a fait. complètement revampé l'offensive de cette équipe-là. Et dernièrement, on a su quoi? On a su qu'il a été nommé entraîneur-chef. Là, il faut que je dise le nom parce que Les ça a Redbirds. changé. Il n'y a pas une équipe dans cette maudite université-là qui a le même nom. Alors, les Redbirds de McGill. Alex Surprenant est avec nous. Salut. Salut, Bonjour, Alex. messieurs. Ah oui, c'est vrai parce qu'au hockey, c'est-tu de même aussi? Je sais que les filles, c'est les Ouais, Martlets. Exactement. Fait que Puis tous les sports masculins, Redbirds, et les sports féminins, Martlets. Voilà, c'est réglé. Et avant, Félicitations, c'était- premièrement. Ben oui. Merci. Ouais. Je veux qu'on revienne un peu là-dessus, parce que tu étais bien, on va se le dire, là, tu gagnais bien ta vie au niveau de coordonnateur à l'attaque avec les Stingers. Belle université. Tu veux avancer, mais en même temps, il faut que ça soit gagnant-gagnant, dans le sens que tu n'as pas besoin. On veut avancer dans la vie, mais tu étais quand même bien ancré à l'université. Puis je pense qu'il y avait des plans pour toi pour la continuité. Quand le téléphone sonne, comment tu gères ça? Tu sais, pour moi, c'était quand le poste a ouvert à McGill, mon premier réflexe a été, bon, je vais appliquer pour, au minimum, prendre l'expérience. Mais tu sais, de l'extérieur, c'est certain que j'avais beaucoup d'interrogations, tu sais, par rapport au sérieux de l'université, tu sais, puis au commitment de l'université envers son programme de football. Ça, évidemment, ça a été difficile dans les dernières années, mais c'est, tu sais, on peut dire même dans les 20 dernières années. Tu sais. Donc, c'est sûr que pour moi, j'aurais pas quitté le bateau de Concordia à tout prix. Je n'étais pas en manque de pouvoir, n'étant pas coach en chef. Je me plaisais dans mon rôle, comme tu l'as bien dit. Mais pour moi, c'est ça. Quand j'ai rencontré, suite au processus d'entrevue, quand j'ai rencontré Daniel Méthode, qui est le responsable des sports, puis qui m'a partagé sa vision, puis les quelques moves qui avaient déjà été faits, tu sais, puis ce qui s'en venait, bien là, ça m'a convaincu que McGill était pour travailler fort pour redevenir un programme de football sérieux. Justement, je voulais en parler de ça. Tu parles de programme sérieux. Je veux pas dire que le programme n'était pas sérieux, mais tu sais, partout à travers le monde, les gens connaissent l'Université McGill à Montréal. C'est une des universités les plus reconnues à travers la planète. Mais on dirait qu'au niveau du foot, on en entend parler, mais on n'en entend pas parler comme toi à Concordia. Le Rouge et Or et les Carabins sont dans une autre famille, on s'entend. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'entendait pas parler de l'Université McGill autant qu'on en entend parler pour les programmes étudiants? C'est le succès sur le terrain. Comme je l'ai dit, ça a été difficile dans les 2 dernières décennies. Regarde en ce moment notre programme de hockey masculin qui s'en va aux nationaux à Toronto en fin de semaine. On en parle. Pourquoi? Parce qu'ils gagnent. Ils gagnent, ils ont une bonne saison. Fait que, je pense que McGill, ça vient aussi avec une riche histoire. Fait que, on en a déjà parlé de ce programme-là. Michael Sauls, des gars comme ça, la Coupe Vanier de 87, la dernière Dunsmore qui date de 2002. Fait que, comme je dis, ça fait déjà une vingtaine d'années, mais ça vient avec une riche histoire. C'est notre 150e saison de football cette année. Quand on y pense, c'est complètement
malade. On a inventé le sport à McGill. Le premier match de football qui s'est joué il y a 150 ans, c'est contre Harvard dans un week-end organisé où le samedi, ça avait joué au football, puis le dimanche, ça avait joué à ce qui ressemblait au rugby à l'époque. Donc, ça, c'est complètement fou quand on y pense. Donc, le but, c'est de redevenir relevant puis de redevenir pertinent sur la map football. J'ai pas envie d'ouvrir une canne de verre parce qu'honnêtement, ça n'était pas parlé hors d'onde, mais un de vos plus gros joueurs dernièrement, ça reste Laurent Duvernay-Tardif. Et tabarouette, on dirait que les kids qui sortent de l'Université Montréal, le Rouge et Or, sont tous fiers. Laurent l'est aussi, mais tabarouette, on dirait que les gens ne savent même pas qu'il sort de McGill. Ce serait pas le fun de le ramener un peu dans le giron, lui? Bien, tu vois, on parle de Laurent, on peut parler d'autres gars aussi, tu sais, puis c'est certain que là, en ce moment, il y a un gars que je veux nommer, c'est Vincent Gagné, qui est pas mal le gars qui m'aide le plus en ce moment avec les anciens. C'est un gars qui a gagné la Coupe Vanier comme demi-défensif en 87. Puis déjà, même si ça fait officiellement, je suis juste dans ma 4e semaine, j'ai déjà plusieurs activités qui ont été faites avec des anciens, des téléphones ou des rencontres en tant que telles, tu sais. Puis là, ça donne bien. Ce mercredi, on a notre plus grosse levée de fonds annuelle là, qui s'appelle McGill 24. Puis je sens que nos anciens, là, il y avait hâte que ça bouge, il y avait hâte de voir du changement positif. Puis ça, je comprends ça. Fait que ce soit Laurent ou d'autres, c'est sûr qu'on va tout finir par les contacter puis les rejoindre puis leur demander Charles-Antoine de nous aider. à chaque matin, salut, bonjour, toi. T'es un gars qui a joué à McGill. Absolument. Puis Charles-Antoine et moi, on a une super relation. Fait que, je lui parle de façon hebdomadaire. Fait que c'est certain que c'est un gars qui va être là pour me supporter. Puis il me l'a déjà dit. Tu sais, des gars comme Jean-Philippe Darche, oui, aussi. qui est médecin avec les Chiefs de Kansas City, qui a gagné un autre Super Bowl. C'est ça, c'est un gars que je vais probablement rencontrer ou discuter éventuellement. Donc c'est ça. Il y a un gros travail à faire qui va prendre beaucoup de temps, mais on va le faire. Je veux qu'on revienne au processus d'entrevue. Dans les coulisses, hein? Oui, dans les coulisses, un peu. Mais c'est le fun, tu sais. On n'a pas accès à ça, puis Alex est prêt à le partager avec nous. Comment ça fonctionne? T'sais, oui, tu as envoyé ton CV, ils te connaissent, c'est sûr et certain, mais c'est bien beau envoyer ces trucs, mais il faut te rencontrer, ta vision. Comment ça fonctionne, les coulisses d'une entrevue pour un poste aussi prestigieux? Bien, tu sais, là, c'est sûr que je pense que d'une université à l'autre, ça change. Tout le monde a des processus qui sont différents. C'est sûr que nous, au niveau des HR, des ressources humaines, il y a des processus à suivre, que ce soit un coach en chef ou un coordonnateur. Donc, tu sais, il y a un poste qui a été affiché. Donc, il n'y a pas nécessairement, ça n'a pas été nécessairement une game de chasseur de tête. Il y a le traditionnel affichage. Le traditionnel affichage qui s'est fait. Puis, tu sais, moi, d'entrée de jeu, j'avais discuté avec Brad Collinson à Concordia pour lui dire que je voulais mettre mon nom dans le chapeau, mais avec des réticences, parce que je voulais en apprendre plus. Puis, donc, il y a eu un processus de deux entrevues. Donc, j'ai eu une entrevue un jeudi, une deuxième le mardi, puis après ça, dès le lendemain, il me contactait pour me dire que j'avais été choisi. Puis, tu sais, à ce moment-là, c'est certain que moi, je dis OK, là, vous m'avez posé beaucoup de questions pendant 2 entrevues, là, c'est à mon tour. Fait que, là, j'ai comme demandé de rencontrer Daniel Méthode, qui est le nouveau directeur des sports là depuis un peu moins de 2 ans. Puis, c'est vraiment cette rencontre-là, le mercredi après-midi, qui m'a convaincu vraiment du changement qui s'en venait à McGill. Puis je suis conscient que ça va prendre du temps, qu'on a beaucoup de travail à faire, mais au moins je sais que je ne me battrai pas tout seul pour atteindre cet objectif-là. Fait que ça s'est confirmé après ça au niveau du contrat le jeudi. Puis je pense que le vendredi matin à 8 h, je l'annonçais aux joueurs à Concordia. Puis le vendredi à 11 h, j'étais en conférence de presse à McGill. Wow. Fait que ça, Je sais que tu as une question, mais je vais rester là-dedans. Ben oui. Qu'est-ce qu'on vous pose comme question? Qu'est-ce qu'on veut savoir? T'sais, oui, on connaît ton background de joueur, d'entraîneur, que tu as gagné le bol d'or, que tu as gagné la Vanier, mais concrètement, là, qu'est-ce qu'on veut savoir d'Alex Surprenant? Ben, tu sais, il y a des questions classiques, là, que je dirais, d'espèces de mise en situation. Comment tu gères les blessures, comment tu gères les commotions cérébrales, comment tu gères les conflits. Ils veulent savoir un peu quel genre d'individu que tu es. Puis après ça, ils te demandent aussi de partager un peu c'est quoi ton plan puis tes idées. Fait que, au niveau du recrutement, comment tu vois ça? Ben, là, j'ai parlé d'un plan de recrutement que je pense qu'il ne peut pas se limiter au Québec seulement à McGill à cause de l'académique. C'est un avantage, mais c'est un inconvénient à la fois, parce que c'est sûr que c'est pas tous les étudiants athlètes qui peuvent rentrer à McGill. Donc, ça te prend un plan de recrutement provincial, un plan de recrutement national. Puis même au niveau des États-Unis, puis là, c'est là que ça devient un avantage d'être McGill. C'est que tout le monde le sait, sa planète, c'est quoi McGill. Donc, en ce moment, j'ai échangé des messages avec un linebacker de Californie ce matin. On a un gars de Cornell qui transfère du Ivy League après avoir gradué, qui s'en vient faire son PhD à McGill. Il y avait un receveur de Floride
Floride il y a 2 semaines dans le bureau. La mère savait très bien c'était quoi McGill. Donc, il y a ça aussi. Fait que, c'est vraiment... Tu vois la renommée du niveau académique. Absolument. Fait que, ça, c'est sûr que c'est un gros plan de recrutement qui est fastidieux, qui est lourd, qui prendra du temps, mais qui est nécessaire pour être capable d'aller chercher ces gars-là. Puis un peu des questions aussi sur la vision. Puis moi, un peu... J'avais écouté un TED Talk avec David Shaw, qui était l'entraîneur-chef à Stanford, qui avait suivi Jim Harbaugh à l'époque. Puis Stanford, un peu comme McGill, c'est un peu le même genre de difficulté, où tu te dois d'essayer, t'es bon à l'école, mais tu veux être bon au football aussi. Puis Coach Shaw avait dit quelque chose que j'ai trouvé super pertinent, qui était, dans le fond, nous, ce qu'on veut offrir aux étudiants athlètes, c'est qu'on ne veut pas que tu sois obligé de choisir entre l'excellence académique ou l'excellence sportive. On veut être, puis je pense qu'on peut être la seule université au Québec. Les deux. On peut être la seule université au Québec et une des très, très rares au Canada où on peut offrir les deux, à un niveau vraiment solide. Il y a du travail à faire côté football, mais au niveau de l'académique, ça fait très longtemps que c'est déjà acquis. Tout à fait. Quand tu es arrivé, on l'a dit en ouverture avec les Géants, tu as pris ton club Division 2, tu l'as amené Division 1. Après ça, il aurait pu gagner plein d'affaires, mais c'est pas toi qui aurais été le chef d'orchestre jusqu'à la fin. Tu es arrivé à Concordia, on l'a dit aussi. Tu as mis ta main sur l'offensive, ça va super bien. Je serais pas surpris qu'au cours des prochaines années, ils vont profiter de l'expertise que tu as amenée là. Maintenant que tu es à McGill, tu sais que tu as pas mal d'une grosse job à faire. Tu sais, on est toujours... Les gens disent on est engagé pour être congédié un jour, là, mais mon point, c'est que tu as sûrement l'intention d'être là longtemps, voulant dire, tu en as monté des projets, mais tu les as jamais amenés au bout. J'imagine que là, tu es à McGill, tu te dis, regarde, moi, je vais embarquer, mais je vous jure... Oui, exactement. Mais tu sais, là, c'est sûr que quand tu commences à regarder un peu la hiérarchie du football, comment ça fonctionne, là, on est pas mal rendu au top de la pyramide. Puis là, après ça, l'étape d'après, c'est le football professionnel. Exact. Puis là, le football professionnel, c'est un autre game complètement. Là. On parle de très, très haute fréquence, d'instabilité d'emploi, des saisons extrêmement longues, avec 18 matchs, des matchs hors concours avant, des matchs de play-off. Et puis après ça, tu es en congé 4 mois, mais c'est du mois de décembre au mois de mars. Pas les mois qui m'excitent le plus dans l'année personnellement. Donc, pour moi, effectivement, je me vois être très, très, très longtemps à McGill parce que là, je pense avoir atteint le niveau maximum au niveau du football amateur, évidemment, avec la position que j'ai en ce moment. Fait que c'est ça. Donc, oui, effectivement, ça peut être très longtemps. As-tu, Alex, qu'est-ce qui a fait que tu as ressorti plus que les autres? Est-ce qu'ils t'ont dit pourquoi tu avais été le choix? Je pense que au fil de ma carrière, j'ai justement été un program builder, dans le sens que Saint-Jean, on avait une bonne petite équipe, mais on gagnait jamais en série. Bon, on a gagné, on a monté de division, puis on a fini en 2018, ma dernière année, avec la seule victoire à date, qui est toujours en division 1 en série éliminatoire. Puis à Concordia, quand je suis arrivé, Concordia venait de manquer les séries l'année précédente, puis on les a jamais manquées quand j'étais là. Puis on est passé à vraiment, vraiment pas grand-chose d'avoir une première victoire en série depuis très longtemps à Concordia l'automne dernier. Donc, je pense que ça, c'était pour eux probablement quelque chose d'intéressant. J'ai également coaché les unités spéciales dans ma vie, la défensive, l'offensive, évidemment, plus depuis une décennie. Très versatile. J'ai toujours été reconnu comme étant quelqu'un qui travaillait fort dans le recrutement puis qui avait une bonne réputation là-dedans. Évidemment, ça va être un enjeu hyper important. Le recrutement dans notre sport, c'est quasiment l'affaire la plus importante. Donc, puis j'ai de l'expérience comme coach en chef aussi. Fait que, moi, quand ils m'ont demandé est-ce que tu penses que tu es prêt à avoir ce job-là, c'est un peu ce que j'ai répondu. J'ai fait toutes les étapes nécessaires pour être où est-ce que je suis aujourd'hui. Fait que, j'arrive dans ce poste-là avec aucun complexe, sachant que je suis pas gêné, là. Non. Il reste pas grand temps, mais comme on est en première partie, je vais le prendre. Tu l'as dit, tu as gravi les échelons. C'était quoi ton sentiment quand tu as mis ta casquette de McGill? Parce qu'on va se le dire, tu l'as dit, il y a des trucs à faire pour améliorer l'équipe sur le terrain, mais de mettre la casquette de McGill, qui est une des top... En tout cas, c'est entre top 15 et top 20 des universités dans le monde. C'était quoi ton sentiment? Honnêtement, on dirait que je le découvre encore à tous les jours, l'espèce d'ampleur que ça a. C'est justement en discutant des fois avec des étudiants américains où on me demande d'appeler un ancien corps arrière des années 70 qui, lui, habite à Toronto puis qui a le problème est encore à cœur. Donc, honnêtement, c'est immense. Fait que c'est sûr, beaucoup de fierté d'avoir atteint ce niveau-là. Puis je suis encore à la découverte de tout ce monde-là, puis les anciens. On a parlé d'Arche puis Laurent Duvernay-Tardif, mais j'ai rencontré Ray Lalonde il y a 2 semaines, super intéressant, excellent communicateur, évidemment, avec plein de bonnes idées. Donc, c'est vraiment trippant. On va s'arrêter, parce que là, c'est bien beau, tu es engagé, mais tu as de la job à faire, pas à peu près. Je veux qu'on en parle un peu. Il y a des coachs à nommer. Il y a des coachs à nommer, peut-être même des gens de la région. Je sais pas, j'entends des affaires. Je sais pas. On n'en a aucune idée, donc on s'arrête et on poursuit avec Alex au retour. Bougez pas.
Nous sommes de retour à Sport Express. Non, mais il faut que j'embarque là-dessus, parce qu'en dehors, on parlait, je dis, la seule affaire qui est négative dans ton truc, c'est le parking. On va se le dire, c'est pas mieux pour toi non plus. J'ai été transparent dans les entrevues avec les coordonnateurs. Je dis, s'il y a une affaire négative qu'on ne changera pas, c'est le stationnement. On peut rien faire. Mais On le dit quand on voit aux Alouettes. Mais la vue est extraordinaire. Puis honnêtement, vous partagez les mêmes infras que les Alouettes de Montréal. Le fait que là, les Alouettes, c'est la nouvelle saveur du mois depuis un petit bout de temps, puis c'est bien correct parce que c'est ce qui va faire que le football québécois va grandir, puis qu'à un moment donné, mais il y a des gars qui vont signer chez vous à McGill. Tu sais, on parle beaucoup que, pas sûr qu'il va y avoir un nouveau stade, des affaires de même. Si eux autres se mettent à mettre un peu plus d'argent sur le stade Percival Molson, ça va être bon pour vous autres parce que les installations sont quand même vétustes, on va se le dire. Oui, c'est sûr. C'est vieux comme bien des affaires, mais au moins, on en a un beau. Puis il est gros, puis juste l'emplacement géographique est exceptionnel. Faire des belles photos avec Guy, c'est pas compliqué. Fait que ça, là-dessus, on est super chanceux. C'est un des plus beaux stades au Canada dans le réseau universitaire. Là, le défi, c'est de le remplir. Puis là, ça, c'est sûr que d'avoir 3000 personnes mettons, à Saint-Jean, ça aurait l'air écœurant, mais 3000 personnes au Percival Molson... c'est petit un peu. C'est petit un peu, tu sais. Fait que c'est sûr que ça fait partie des grosses choses au niveau de l'équipe de communication puis de l'équipe d'événements à McGill. J'en ai parlé dans mes entrevues même, que pour moi, c'était intéressant. Puis je l'ai fait à plus petite échelle à Saint-Jean aussi avec différentes stratégies. On avait fait la tournée des écoles primaires, de la commission scolaire au complet pour être capable de donner des billets. Puis ça avait fait doubler l'assistance moyenne dans l'espace d'une saison. Fait que, il y en a des solutions, mais il faut mettre du travail là-dedans. Pour mettre les gens en contexte, on tourne l'émission le mardi. L'émission va être diffusée jeudi soir pour la première. Salutations à tous ceux qui l'écoutent en première. Il y a eu des annonces qui ont été faites hier par coach surprenant à l'Université McGill. Yes. Parce qu'avant de parler des annonces, lorsqu'un coach en chef rentre en place, ce que tu me disais, Ordon, c'est que tu as carte blanche pour tes assistants. Oui, exactement. Puis, il y a différents types de postes aussi. Je ne rentrerai pas dans le détail des HR parce que c'est quand même complexe, là, je ne mentirai pas. Mais bon, au niveau des coordonnateurs offensifs et défensifs, c'est des postes à temps plein, évidemment, avec avantages sociaux. Donc, les ressources humaines sont encore très impliquées dans ces processus d'embauche-là. Donc, tout comme moi, ça a été un affichage de 2 semaines. Ça a été une sélection pour une entrevue. Ça a été le processus d'entrevue, puis une sélection avec les candidats. Donc là, super content de choisir et de nommer Colin Tennant, qui va être notre coordonnateur offensif. Pas un nom le plus connu dans le football québécois, parce que c'est un gars qui avait un rôle mineur à Concordia. Moi, quand je suis arrivé, il faisait déjà 4-5 ans qu'il était là. C'est un gars qui étudiait puis qui donnait du temps au programme. Puis c'est un gars avec qui, moi, j'ai rapidement établi une relation de confiance. C'est important, ça, hein? Qui est bien quin, tu sais. Puis c'est sûr que c'est un gars qui, en plus, qui voulait se spécialiser avec les carrières. Fait que, tu sais, quand on a travaillé ensemble pendant 3 ans et demi, là, il connaît, là. Il me connaît très bien, tu sais. Puis, fait que c'est Colin qui va prendre l'attaque. Puis, tu sais, là-dedans, il y avait une stratégie aussi, parce que moi, j'ai l'intention de maintenir le play calling, donc l'appellation des jeux offensifs, un peu comme Jason Moss avec les Alouettes et Anthony Calvillo, Carl Shanahan, Andy Reid, donc, tu sais, des coachs en chef qui sélectionnent les jeux durant les matchs, c'est commun. Cependant, ça te prend un bras droit à l'attaque qui est hyper important. Puis, tu sais, j'avais pas nécessairement le temps à perdre à former quelqu'un de A à Z qui connaît pas ce que je fais offensivement. Alors que Colin, on l'a fait pendant 3 ans et demi de temps ensemble. C'est un gars qui, en ce moment, est en train de terminer son MBA en finance à JMSB. Tu sais, je veux dire, il y a les qualifications pour faire des X puis des O, on s'entend. C'est pas de la chimie nucléaire qu'on fait. Fait que c'est super, super le fun. Puis du côté défensif, Maxime Chaput-Dupuis, qui était coordonnateur défensif à Lennoxville depuis 2019. Donc lui, il augmente. Fait que lui, c'est sûr qu'il change de ligue également. C'est un peu comme je l'ai fait v'là 5-6 ans. Puis tu sais, Maxime, c'est un ancien joueur de McGill. Donc, évidemment, beaucoup de succès à Lennox, qui est tout le temps un powerhouse en collégial Division 1, gagné le Ballon d'Or en 2019 pour Maxime là-bas. C'est un gars que tu connaissais bien également. C'est un gars que j'ai surtout... Non, parce qu'il est plus jeune que moi, mais que j'ai surtout connu dans le cadre de l'équipe du Québec. Parce que, comme vous le savez, je suis impliqué avec l'équipe du Québec depuis plusieurs années. Puis moi, quand j'étais un jeune coach là-dedans, je voyais ça comme une entrevue, dans le sens que je m'assurais de bien performer, puis d'être sharp, puis de bien travailler. Puis Maxime, c'est un gars que rapidement, j'ai pu identifier comme étant un gars avec un beau potentiel, parce qu'il amenait une rigueur au travail. C'est un bon recruteur. Il a fait des bonnes choses défensivement, évidemment, à Lennoxville dans les dernières années. Fait que je suis super content d'ajouter ces 2 gars-là avec moi. Comment ça marche, Alex? Est-ce que toi, j'imagine que tu savais à la base que tu voulais ces gars-là, donc tu l'appelles pour l'inciter à postuler. Il y a un poste ouvert. Tu as tout compris. Okay. Donc, c'est sûr qu'effectivement, il y a des gars que j'étais intéressé, que je voulais m'assurer qu'ils appliquent. Évidemment, il y a des gens de partout au pays, en toute honnêteté, qui ont appliqué là-dessus. Mais tu sais, c'est certain que je voulais d'avoir des candidats bilingues, pour moi, c'était important. J'ai parlé d'une stratégie de recrutement provinciale, nationale et américaine. Donc, ça te prend des gars qui se débrouillent bien dans les 2 langues, ce qui est le cas pour Colin et Maxime. Puis,
tu sais, d'avoir des gars du Québec de chez nous, je pense que c'était intéressant, ça aussi. Tu sais, donc, puis, tu sais, c'est moi qui est le plus vieux à 38 ans dans ces trois gars-là. Donc, tu sais, on jeune et dynamique, je pense que c'est important parce qu'on est là pour le long terme, comme on parlait. Donc, on est là pour bâtir, puis ça inclut le développement de nos entraîneurs. T'as ouvert de quoi, puis je veux rentrer, ça n'a pas nécessairement rapport avec McGill, mais dans ma tête, tu sais, t'as un coordonnateur offensif, t'as un coach de la ligne à l'attaque, t'as un coach des carrières, t'as un coach des porteurs de ballon, tu sais, t'as ton coordonnateur des unités spéciales, t'as ton coordonnateur défensif. Souvent, je trouvais que le coordonnateur défensif, lui, c'est pas tant... C'est rare les coachs qui appellent les jeux défensifs là, et tout ça, mais un coach qui appelle les jeux offensifs, oui. Mais là, je me dis, OK, mais d'abord, si t'as un coach de la ligne à l'attaque, t'as un coach des carrières, t'as un coach des porteurs de ballon, à quoi il sert, lui, le coordonnateur à l'attaque, si en plus, c'est pas lui qui colle les jeux? Excellente question, parce qu'il y a beaucoup de préparation à faire durant la semaine. Fait que ça peut être, évidemment, l'analyse des bandes vidéo, les scripts. Les scripts, c'est les jeux qu'on va planifier pour la pratique, dessiner les ajustements qu'on va faire. Donc, tu sais, rencontrer individuellement des joueurs pour s'assurer que le plan de match est absorbé. Tu sais, dans le fond, moi, coordonnateur offensif à Concordia, là, du lundi au vendredi... plus la game, là, c'était 80 heures semaine que je mettais dans une saison pour être prêt offensivement. Fait que, le play calling est une très petite partie de ce qu'un coordonnateur offensif a à faire dans une semaine au complet quand on y pense. Puis c'est là que moi, de façon réaliste, c'était impossible comme nouveau entraîneur-chef que je cumule toutes ces tâches-là, plus mes tâches qui sont rattachées à être maintenant entraîneur-chef. Donc, ça me prenait quelqu'un vraiment pour être capable de m'aider au niveau de la préparation. Puis dans la saison morte, ben, tu sais, faut qu'on s'auto-évalue, il faut qu'on rencontre les joueurs individuellement, il faut qu'on recrute, il faut qu'on fasse de la recherche et du développement pour savoir vers quoi nos stratégies offensives se dirigent. Puis ça, c'est des affaires qui vont toutes être menées par Colin. Parle-nous de ton alignement pour la prochaine saison. Ça va ressembler à quoi? As-tu déjà rencontré les joueurs? Y a-tu des coups de fil qui sont faits? Est-ce que pour prendre contact avec tes vétérans, peut-être? Dans le fond, là, je suis dans ma 4e semaine déjà. Fait que dans le fond, le lundi de ma première semaine officielle, j'ai rencontré toute l'équipe pour la première fois. Assez court, mais tu sais que c'était dans le fond, c'était de lui dire que là, il faut qu'il soit patient. Parce que, évidemment, il y a beaucoup de changements. T'sais, des fois, le changement, ça fait peur. Fait que, on a parlé de changement, on a parlé de patience, puis on a parlé de confiance. Puis pour moi, là, ça, c'était le mot-clé où, regarde, on se connaît pas. Ta confiance, je dois la gagner. Elle ne m'est pas donnée. Et puis ça, c'est un two-way street. Et vice-versa. Fait que, tu sais, je lui ai demandé de se concentrer sur ce qu'il contrôlait. Ça, c'est quoi? Ben, c'est finir ta session en force puis c'est de t'entraîner de la bonne façon. Fait que si tu fais ces deux choses-là, éventuellement, ça va te mener au camp de printemps à la fin du mois d'avril, début mai, où là, on devra avoir un staff en place complet, ce qui n'est toujours pas le cas encore en date d'aujourd'hui. Donc, tu sais, c'est ça. Ça prend de la patience. Puis il faut qu'on soit ouvert d'esprit pour des choses qui vont changer dans le futur. Y a-tu des joueurs que tu connais, Alex, que tu as déjà entraîné, soit avec l'équipe du Québec, les géants, ou est-ce qu'il y a des joueurs qui Oui, ben, tu vois, le carrière vedette, Eloa Latendresse Régimbal, là, qui a 2 saisons de jouer puis qui s'en va vers sa 3e année, était mon carrière partant avec l'équipe du Québec des moins de 18 ans en 2019. Fait que, je le comparerais à Josh Allen, mettons, côté NFL, dans le sens que c'est un gars avec un bras canon qui court de façon très physique, un bon athlète. Fait que, puis là, c'est de l'amener vers un système d'RPO, quelque chose qu'il n'a pas fait énormément dans sa vie. Ça va être une transition super intéressante, mais à carrière, c'est pas un problème. Évidemment, je connais certains joueurs pour les avoir recrutés. Tout à fait. Il y en a que tu as joué contre. Oui, exactement. Je les connais pas tous. Là, je te mentirais pas que dans mes premières semaines, je croise du monde dans le corridor. Hey, salut coach, puis j'ai aucune idée à qui je parle. Mais ça va venir. Ils vont tous avoir le nom sur le casque pendant le camp de printemps. Ça, je te le confirme. We're gonna get there. Tu as joué contre McGill à une certaine époque où le noir, on s'entend, le rouge et or, vous battiez pas mal tout le monde. Vous étiez une des meilleures équipes au pays. Puis même que vous auriez battu même des équipes de la NCAA, je suis pas mal convaincu. Tu regardais McGill d'une façon différente. Maintenant que tu es embarqué, trouves-tu quand même que depuis ce temps-là, ça a changé quand même, que tu vois que tu as peut-être moins de job à faire que tu en aurais eu il y a 20 ans, par exemple? Ou tu pognes le bateau quand même pas mal? La comparaison que je vais te faire, c'est, mettons, Concordia 2019, où je commençais dans une nouvelle équipe. Je trouve que l'équipe qu'on a pour McGill en 2024 est supérieure à celle de Concordia en 2019. Ce qui est une bonne nouvelle. Ce qui est une bonne nouvelle. Comme j'ai déjà parlé du carrière, mais on a des morceaux importants sur la ligne offensive qui sont de retour, notamment Piazza et Aboud qui s'en vont vers, au East-West
Bowl cette année. Donc, ça, c'est intéressant pour eux. Après ça, c'est sûr que je suis encore en découverte de tout ce personnel-là. Je n'ai pas pratiqué encore avec eux. On n'a pas fait aucun football où j'ai pu les voir concrètement sur le terrain. Il y a un bon porteur, Brendan Ciccarello, aussi, qui a eu une bonne saison l'année passée. Des morceaux intéressants à recevoir avec le potentiel retour de Darius Simmons, qui est un gars qui fait l'équipe d'étoiles annuellement au niveau du RSEQ. Défensivement, je les connais un petit peu moins. C'est peut-être là qu'on a un petit peu plus de travail à faire, puis que je pense que nos efforts de recrutement récemment, là, avec les ajouts de Philippe Bouteau, qui revient des États-Unis, qui revient de McAley, Victor Paradis, d'André Grasset, qui est un gars qui est sur l'équipe d'étoiles en Division 1, qui s'est ajouté cette semaine. Donc, on ajoute des morceaux à cette défensive-là progressivement aussi. Mais c'est ça. Je suis encore vraiment en toute franchise dans l'étape de découverte. En mode découverte, oui. Ben écoute, Go Redbird, c'est tout ce qu'on a à dire. C'est encore Go Géant aujourd'hui, mais là, ça va être un peu moins Go Stingers. On va te suivre. Merci beaucoup, Alex, d'avoir accepté l'invitation. C'est gentil. C'est très gentil. Puis on tient à mentionner aux gens, quand on dit que tu sais d'où tu viens, Alex aurait dû être avec nous le lendemain que ça a été annoncé, mais tu étais malade. Alors on comprend la raison pour laquelle tu n'es pas venu à l'émission, mais... Tu sais, c'est cool, pareil. Le gars venait d'avoir un poste prestigieux. Maintenant, il faut faire une demande officielle à l'Université McGill. Donc, attendez-vous à avoir d'autres demandes. Merci, Alex. On s'arrête. Hey, j'ai encore écouté la fin du match. À ce temps, je suis comme rendu... rendu addict? Ben, écoute, les 2 derniers tours seulement. OK. Manquez pas. François, avant de parler de NASCAR, je veux qu'on parle de Mick Dufort. Quelle grosse nouvelle. Écoute, vient de signer avec la PFL, va aller faire le 1 Million Tournament comme son ami Olivier Aubin-Mercier, qui l'a gagné 2 fois. Alors, bonne chance à Mick, c'est mérité, on est bien fiers de toi. C'est là qu'on va voir si Sport Express porte chance. Parce que lui était venu au show, Mick est venu régulièrement également. Vrai. Mais c'est tellement un bon gars, il mérite tout ce qui lui arrive. Tellement. As-tu assez travaillé fort, lui? Il a mangé son pain. Écoute, François, pour vrai, on fait des farces, mais... T'es rendu un vrai fan, non? Depuis les 24 heures du Mans. Depuis le Daytona 500, que mes filles ont vu le derby de démolition, on écoute toujours les 5 derniers tours. OK, vous l'écoutez en famille? Les 5 derniers. Alors, je le mets à la fin, puis les autres qui veulent, c'est un accident. Il n'y en a pas tant eu, là, mais quand même, Christopher Bell a terminé premier. Ouais. Je le voyais pas de même. Il est tout jeune, tabarouette, ça n'a pas d'allure. Chris Buescher, 2e. Ty Gibbs, 3e. Keselowski, 4e. Et Blaney, 5e. Prochaine course, c'est le Bristol Faux-Tilly 500. C'est en fin de semaine. Bonne fête, André Barrière. Oui, monsieur. Notre monteur de l'émission, 70 70 ans, il est fait pour ça. ça. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye.